maintenant sur la neuroglycogénèse. Mais avant d'entamer cette voie, on va parler de l'entrée des monosaccharides. Pardon. On va parler de l'entrée des monosaccharides dans la glycolyse. Alors, pour le fructose, alors on commence par l'entrée du fructose ou bien le catabolisme du fructose. Le fructose, il résulte de l'hydrolyse du saccharose. Donc, une fois dans les cellules, donc, il rejoint la voie glycolytique c'est-à-dire par une réaction de phosphorylation ATP dépendante qui le transforme en fructose en phosphate. Donc, la première réaction, c'est toujours la phosphorylation ATP dépendante pour n'importe quelle ose. La fructokinase, remarque, c'est une enzyme hépatique. Elle existe seulement dans le foie. Donc, une fois formé, le fructose 1 phosphate va subir un clivage pour donner du dihydroxyacétone phosphate, c'est-à-dire on obtient un cétose phosphorylé plus un aldose qui n'est pas phosphorylé. Qui est le glycéraldéhyde. Bien sûr, le DHAP, c'est un intermédiaire de la glycolyse. Il va rapidement se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Le glycéraldéhyde qui en résulte et qui ne porte aucune phosphorylation, donc va subir une phosphorylation ATP dépendante. Comme ça, il se transforme en glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, je répète, pour l'entrée du fructose dans le métabolisme, donc pour être métabolisé, il rejoint la glycolyse en se transformant en fructose 1-phosphate, réaction assurée par la fructokinase qui est hépatique, elle existe dans le foie. Le fructose 1-phosphate, après, il va être scindé en DHAP, dihydroxyacétone phosphate, et en glycéraldéhyde sans aucune phosphorylation. Le DHAP, il va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate par une isomérisation, par une triose isomérase, et le glycéraldéhyde va à son tour subir une réaction de phosphorylation ATP dépendante qui va le transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, on aura à la fin 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui vont directement rejoindre la voie de la glycolyse. Alors, ça, c'est dans le foie, bien sûr, parce que la fructokinase, c'est une enzyme hépatique. Dans les tissus extra-hépatiques, c'est-à-dire en dehors du foie, dans le muscle par exemple, le fructose, il est phosphorylé par l'hexokinase. L'hexokinase, donc, assure une phosphorylation en position 6. Donc, dans les tissus extra-hépatiques, le fructose, par l'exokinase, elle peut agir sur le glucose, sur le fructose et même sur le mannose. Donc, elle assure une phosphorylation du fructose en position 6, c'est-à-dire on aura directement du fructose 6-phosphate, un intermédiaire de la glycolyse. Donc, il y en a 2 voies par lesquelles le fructose va rejoindre la glycolyse, soit par sa transformation en fructose 1-phosphate, ça se fait dans le foie, soit par sa transformation en fructose 6-phosphate, réaction qui a lieu dans les tissus extra-hépatiques. Pour le mannose, donc 2 réactions tout simplement interviennent. Le mannose subit une phosphorylation ATP dépendante par l'hexokinase qui le transforme en mannose 6-phosphate. Et on sait très bien que le mannose et le fructose sont des isomères, aldose-cétose. Donc, par une simple réaction par une simple réaction d'isomérisation, le mannose 6-phosphate va se transformer en fructose 6-phosphate, un intermédiaire de la glycolyse. Alors, je répète pour le mannose, il subit une phosphorylation ATP dépendante par l'hexokinase qui peut agir non seulement sur le glucose, mais aussi sur le fructose et le mannose. Le mannose 6-phosphate qui en résulte va
subir une réaction d'isomérisation en fructose 6-phosphate. Alors, pour le troisième ose, pardon, qui est normalement le galactose. Le galactose, donc comment il rejoint la voie de la glycolyse. Le galactose subit une phosphorylation ATP dépendante qui le transforme en galactose 1-phosphate, réaction assurée par la galactokinase. Remarque, l'exokinase, elle ne peut pas agir sur le galactose, donc il est phosphorylé par la galactokinase en galactose 1-phosphate qui, par une cascade de réactions, va se transformer en son épimère qui est le glucose 1-phosphate, réaction qui nécessite l'intervention de l'UTP. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'épimérisation du galactose en glucose. On sait très bien que les deux os sont des épimères en C4. Et l'absence d'épimérisation, l'absence de cette réaction d'épimérisation, elle bloque le métabolisme du galactose. Donc, elle provoque une maladie qui s'appelle la galactosémie congénitale. Cette maladie, elle touche le nourrisson qui devient incapable de métaboliser correctement son galactose. La maladie, elle se manifeste par des vomissements, par des diarrhées. Et du point de vue biochimique, elle s'explique par la déficience en enzymes assurant l'épimérisation du galactose en glucose. La réaction suivante, c'est la transformation du glucose 1-phosphate en glucose 6-phosphate par une simple réaction de mutation de glucose 1-phosphate qui en résulte. Donc, soit il se transforme en glucose 6-phosphate intermédiaire de la glycolyse, soit il subit un stockage sous forme de glycogène. D'accord? Donc, le galactose se transforme en galactose 1-phosphate, réaction assurée par la galactokinase, qui, par une réaction d'épimérisation, il se transforme en glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate qui en résulte, soit il subit un stockage sous forme de glycogène, soit il se transforme en glucose 6-phosphate par une réaction de mutation. On passe maintenant à la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, alors pour la néoglucogénèse, par définition, c'est la synthèse, c'est la voie qui assure la synthèse du glucose, mais remarque à partir de composés non glucidiques. D'accord? C'est la synthèse du glucose à partir de composés non glucidiques. La voie, elle est très active au cours du jeûne et chez les diabétiques. Lors du jeûne, par exemple, pour ne pas avoir une hypoglycémie, normalement, c'est la glycogénolyse qui intervient au début pour couvrir le besoin en glucose. Mais lorsque le jeûne se prolonge pendant une longue période, donc l'organisme fait appel à la néoglucogénèse, appelée encore gluconéogénèse. Donc l'essentiel, elle assure la synthèse du glucose. Cette synthèse représente une nécessité parce que pour le cerveau, le glucose est le principal carburant, d'accord? Donc le cerveau nécessite du déglucose comme carburant principal. La voie, elle s'effectue dans le foie et même dans le cortex surrénalien, c'est-à-dire elle peut se faire dans le foie principalement, comme elle peut se faire aussi dans le rein. Elle utilise donc la voie inverse de la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du pyruvate en glucose. La plupart des précurseurs de la néoglucogénèse passent par cette voie pyruvate en glucose. Et on sait très bien que la glycolyse, elle se fait par 10 réactions. Toutes les réactions sont réversibles, mis à part la première, la troisième et la 10e. Donc, la cellule, elle doit trouver des moyens pour assurer ces réactions irréversibles, c'est-à-dire par d'autres moyens normalement, par d'autres enzymes. Alors, si on commence par la réaction pyruvate
en PEP. Normalement, cette réaction ne peut pas se faire directement dans ce sens inverse parce qu'elle est irréversible. Alors, comment elle se réalise? Par des réactions qui se font au niveau de la mitochondrie. Donc, le pyruvate qui en résulte de la glycolyse, il doit rentrer dans la mitochondrie. Il subit une réaction de carboxylation ATP dépendante. Le pyruvate qui a 3 carbones va être carboxylé en oxaloacétate. L'oxaloacétate, il est à 4 carbones. Donc, la réaction de carboxylation, on sait très bien qu'elle est endergonique, elle est ATP dépendante. D'ailleurs, la néoglucogénèse, c'est une voie de synthèse, donc elle est coûteuse. Elle nécessite non seulement l'ATP, mais aussi le GTP. D'accord? Donc, la première réaction, c'est la carboxylation du pyruvate en oxaloacétate avec consommation d'un ATP qui va se transformer en ADP plus PI. L'oxaloacétate, normalement, il se transforme tout d'abord en malate et c'est le malate qui va quitter la mitochondrie pour se transformer une autre fois en oxaloacétate. L'essentiel, on aura à la fin de l'oxaloacétate au niveau cytosolique. La dernière réaction, c'est une réaction de décarboxylation parce que le PEP, il y a 3 carbones. Cette réaction de décarboxylation, elle est GTP dépendante. Donc, le GTP, il va se transformer en GDP et son PI sera capté par le produit qui est le PEP. C'est clair comment se déroule la réaction pyruvate en PEP? Donc, elle nécessite normalement 4 réactions. Ce qui nous intéresse, c'est la première et la quatrième réaction. PEP en 2 phosphoglycéraldéhydes, en 3 phosphoglycéraldéhydes, en 3 biphosphoglyséraldéhydes, jusqu'au fructose 1,6-biphosphate. Toutes ces réactions sont réversibles, c'est-à-dire interviennent à la fois dans la glycolyse et dans la néoglucogénèse. Le fructose 1,6-biphosphate qui en résulte, il va se transformer en fructose 6-phosphate. Ce n'est pas par une réaction qui nécessite l'ADP qui va se transformer en ATP, mais par une simple réaction d'hydrolyse. Normalement, il y a consommation d'une molécule d'eau ici, avec libération du PI, réaction assurée par la fructose 1,6-biphosphatase. Le fructose 6-phosphate qui en résulte va subir une isomérisation en glucose 6-phosphate et la déphosphorylation du glucose 6-phosphate en glucose, elle se fait donc autrement par une autre enzyme qui s'appelle glucose 6-phosphatase qui nécessite une molécule d'eau et qui libère le groupement phosphate. Remarque, cette dernière enzyme, elle existe dans le foie, mais aussi dans le rein. L'essentiel, le foie est le seul, on peut le considérer comme un exportateur du déglucose. C'est le seul organe capable de libérer du glucose dans la circulation sanguine. Pourquoi? Parce que ça s'explique par la présence de l'enzyme glucose 6-phosphatase. Cette enzyme, on ne peut pas la trouver, par exemple, au niveau du muscle, au niveau du cerveau. Elle existe principalement dans le foie et, entre parenthèses, aussi dans le rein. D'accord? Donc, cette dernière réaction, elle s'effectue principalement dans le foie. Et c'est pour ça le foie est le seul organe capable de libérer du glucose dans la circulation sanguine. Alors, pour le passage du pyruvate en PEP, normalement, pour la synthèse du glucose, il nous faut deux pyruvates pour avoir à la fin deux PEP. Hein, d'accord? Donc, on multiplie donc les réactants et les produits par 2. Donc, pyruvate plus ATP. La première réaction, elle est ATP dépendante. La deuxième réaction, elle est GTP dépendante. On aura bien sûr 2 PEP plus 2 ADP plus 2 GDP plus 2 PI. Ça, c'est pour le passage du pyruvate en PEP, c'est-à-dire la première réaction intervenant dans la néoglucogénèse. La deuxième réaction, c'est la transformation du fructose 1,6-biphosphate en fructose 6-phosphate par une réaction qui nécessite une molécule d'eau. L'enzyme, c'est la fructose 1,6-biphosphatase. 1,6-biphosphatase. Et qui donne comme résultat du fructose 6-phosphate plus PI. Par une réaction analogue, le glucose 6-phosphate va subir une déphosphorylation en glucose. Réaction qui s'effectue par la glucose 6-phosphatase qui nécessite une molécule d'eau et qui libère le groupement phosphate.
D'accord? Donc, pour la conversion du pyruvate en glucose, si on prend en considération les réactions inverses de la glycolyse, plus des trois réactions, donc on aura à la fin l'équation suivante. 2 pyruvates plus 4 ATP plus 2 GTP plus 2 NADH+, la réaction inverse d'oxydation, donc ça devient une réaction de réduction, plus 4 H2O, puisque lors de la glycolyse, normalement, on a libération de 2 H2O. Et pour les deux dernières réactions, donc on a consommation de 2 H2O, ça fait 4. On aura du glucose, plus 4 ADP, plus 2 GDP, plus 6 PI. L'essentiel, cette réaction pyruvate en glucose, cette étape, donc, elle est coûteuse. Elle consomme 4 ATP et 2 GTP. Pour les précurseurs de la néoglucogénèse, la néoglucogénèse, elle se fait à partir de composés non glucidiques. Elle se fait à partir de composés non glucidiques. Elle se fait à partir de composés non glucidiques, donc lesquels? Le lactate, premièrement, le glycérol, les intermédiaires du cycle de Krebs et les aminoacides glucoformateurs, comme on peut rajouter aussi le propionate. D'accord? On a normalement 5 précurseurs de la néoglucogénèse qui vont assurer la synthèse du glucose. Donc, le lactate, le glycérol, les intermédiaires du cycle de Krebs, les acides aminés qui s'appellent justement glucoformateurs, responsables de la formation du glucose, et le propionate. Alors, diapo suivante. Pour le lactate, par exemple, le lactate, on sait très bien qu'il est formé dans le muscle. Il est formé dans le muscle par la glycolyse anaérobie, bien sûr, surtout lors d'une activité intense. Lors d'une activité musculaire intense, le muscle forme des quantités importantes en lactate. Justement, ce lactate, il va être déversé dans la circulation sanguine. Donc, les cellules musculaires déversent dans le sang des quantités importantes en acide lactique qui va rejoindre directement le foie. Il va se diriger directement vers le foie. Dans le foie, il y aura la réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire le lactate, il va se transformer va se transformer en pyruvate. Il va se transformer en pyruvate par une réaction d'oxydation anale, c'est-à-dire la réaction de la fermentation lactique, mais dans le sens inverse. La réaction est assurée par la lactate déshydrogénase. Justement, la lactate déshydrogénase hépatique qui existe dans le foie a plus d'affinité pour le lactate. Donc, elle assure la réaction dans le sens lactate vers pyruvate. Par contre, celle qui se trouve au niveau musculaire, elle a plus d'affinité pour le pyruvate. Elle assure la réaction dans le sens inverse. D'accord? Donc, dans le foie, le lactate va se transformer par une réaction d'oxydation anale, assurée par la lactate déshydrogénase, en pyruvate. Le pyruvate qui en résulte, soit il se dégrade complètement en acétyl-CoA puis en CO2, soit il se transforme en glucose. Tout dépend des besoins de la cellule. C'est-à-dire le lactate, après sa transformation en pyruvate, va présenter deux destinées. Soit il se dégrade complètement en se transformant en acétyl-CoA qui va rejoindre le cycle de Krebs, soit il se transforme en glucose. D'accord? Deuxième intermédiaire, c'est sont les intermédiaires du cycle de Krebs. Donc, on sait très bien que tous les intermédiaires du cycle de Krebs, citrate, isocitrate, alpha-cytoglutarate, succinic-CoA, succinate, fumarate, vont se transformer à la fin en quoi? En oxaloacétate. C'est-à-dire tous les intermédiaires du cycle de Krebs subissent une oxydation en oxaloacétate. Et on sait très bien que l'oxaloacétate est transformable en quoi? En PEP, puis en glucose. On a expliqué ça. D'accord? Donc, tous les intermédiaires du cycle de Krebs, commençant par le citrate jusqu'au malate, sont transformables en oxaloacétate, qui est transformé en PEP par la réaction qu'on vient d'expliquer, puis en
en glucose. D'accord? Troisième précurseur, les aminoacides glucoformateurs, les acides aminés capables de former du glucose. Ensuite, surtout l'alanine. L'alanine, elle est transformable en pyruvate. L'alanine a 3 carbones. Par une réaction de transamination, va donner naissance au pyruvate. Donc, on verra ça dans le dernier chapitre, métabolisme des acides aminés. Donc, l'alanine se transforme en pyruvate. L'aspargine, qui est transformable en aspartate, donc les deux se transforment à la fin en oxaloacétate présentant le même nombre d'atomes de carbone. Donc les trois sont à 4 carbones. Glutamate et glutamine se transforment en alpha-cytoglutarate à 5 carbones. Donc je répète, alanine et même glycine sont transformables en pyruvate, aspargine et aspartate en oxaloacétate, glutamine et glutamate en alpha-cytoglutarate. Le pyruvate après, une fois formé à partir de l'alanine surtout, il va se transformer en glucose. L'aspargine et aspartate qui se transforment en oxaloacétate. L'oxaloacétate, il est transformable en PEP puis en glucose. Glutamate et glutamine à 5 carbones, les deux acides aminés sont à 5 carbones, donc ils se transforment en alpha-cytoglutarate qui est un intermédiaire du cycle de Krebs, donc transformable en oxaloacétate puis en glucose. D'accord? Pour les aminoacides glucoformateurs, on cite surtout l'alanine, transformable en pyruvate, aspargine et aspartate en oxaloacétate, glutamate et glutamine en alpha-cytoglutarate. Donc les trois produits vont subir après une conversion c'est bon? Subissent une conversion en glucose. Ça, c'est pour les précurseurs principaux du D-glucose. On peut rajouter aussi le propionate. Le propionate, c'est un acide normalement à 3 carbones. Il est obtenu par dégradation des acides gras à nombre impair. On verra ça dans le chapitre métabolisme des acides gras. D'accord? Le propionate, donc, il est à 3 carbones. Il est capable de se transformer en glucose. Remarque, pour l'acétyl-CoA, on ne peut pas le considérer comme un précurseur de la néoglucogénèse. D'accord? L'acétyl-CoA ne peut pas être considéré comme un précurseur de la néoglucogénèse. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se transformer en pyruvate. La réaction pyruvate en acétyl-CoA, c'est une réaction irréversible. Elle se fait uniquement dans le sens pyruvate en acétyl-CoA. C'est pour ça les acides gras à nombre pair, les acides gras à nombre pair d'atomes de carbone, en se dégradant, vont former de l'acétyl-CoA qui ne pourra jamais se transformer en pyruvate ni en glucose. C'est pour ça, chez les animaux, les acides gras à nombre pair d'atomes de carbone sont incapables de subir une conversion en glucides. D'accord? Les acides gras à nombre pair qui fournissent des molécules d'acétyl-CoA sont incapables de se transformer en glucides. Pourquoi? Ça s'explique par la réaction pyruvate-acétyl-CoA qui est irréversible, c'est-à-dire impossible chez les animaux de pouvoir transformer l'acétyl-CoA en pyruvate puis en glucose. Ça, c'est pour les différents précurseurs de la néoglucogénèse. Donc, vous avez le lactate, le glycérol, les intermédiaires du cycle de Krebs, les acides aminés glucoformateurs, et on peut rajouter aussi le propionate. Donc, on n'a pas parlé du glycérol, d'accord? Le glycérol, donc, comment il intervient dans la synthèse du glucose? Premièrement, il est phosphorylé. Donc, on remarque très bien que la première réaction, c'est toujours une phosphorylation qui est considérée comme une réaction d'activation. Il est phosphorylé en quoi? En glycérol 3-phosphate par une réaction ATP dépendante assurée par la glycérokinase. Donc, la première étape, c'est une réaction de phosphorylation ATP dépendante. L'ATP se transforme en ADP. Le glycérol va être phosphorylé en position 3, c'est-à-dire au niveau de la fonction alcool
primaire porté par le carbone numéro 3 en glycérol 3 phosphate. Le glycérol 3 phosphate, par une simple réaction d'oxydation, le glycérol 3 phosphate, si on enlève les deux H portés par la fonction alcool secondaire en position 2, on aura du DHAP, c'est-à-dire dihydroxyacétone phosphate, qui représente un intermédiaire de la glycolyse et qui est capable de se transformer par la suite en glucose. D'accord? Donc, le glycérol est phosphorylé en glycérol 3 phosphate par la glycérokinase, puis oxydé en DHAP, intermédiaire de la glycolyse. Remarque pour le glycérol, soit il intervient dans la synthèse du glucose via la néoglucogénèse, appelée encore gluconéogénèse, comme il peut subir une dégradation complète. Comment il se dégrade complètement? Il se transforme en glycérol phosphate, puis en DHAP. Le DHAP qui en résulte va se transformer en 3-PGA par la glycolyse bien sûr, en DHAP. Le DHAP, en 3-PGA, le DHAP il va se transformer en 3-PGA. Le 3-PGA en un 3-biphosphoglycérate jusqu'au pyruvate. D'accord? Donc, lors de cette réaction, lors de cette voie, glycérol en pyruvate, on aura quoi? Donc, il y a consommation d'un ATP ici. L'oxydation, elle se fait par du NAD, donc il y aura du NADH+. Donc, ça fait formation de 3 ATP à partir du NADH. On a un ATP consommé, donc il reste combien? Il reste 2 ATP seulement. Le DHAP, il va se transformer en pyruvate. Le pyruvate en acétyl-CoA et l'acétyl-CoA, il va rejoindre le cycle de Krebs. Donc, à la fin, si on calcule le nombre d'ATP issus de l'oxydation complète du glycérol, on aura à la fin 22 molécules d'ATP. C'est clair? Donc, le glycérol il peut se transformer en glucose, comme il peut se dégrader complètement. Pour la voie des pentoses phosphates, qui se symbolise par VPP, donc c'est une voie secondaire intervenant dans la dégradation du déglucose, et comme l'indique son nom, elle est capable de former des pentoses. Alors, quelles sont les voies capables d'effectuer quels sont les tissus, capables d'effectuer cette voie? On a le foie, la glande mammaire en lactation, le tissu adipeux, le cortex surrénalien, la thyroïde et les érythrocytes. Donc, tous ces tissus sont capables de synthétiser les acides gras. Donc, les deux, c'est-à-dire les deux intérêts de cette voie, la voie des pentoses phosphates, sont la génération d'une ATPH indispensable à la synthèse des acides gras et des stéroïdes. Donc, le premier intérêt de cette voie, c'est la formation d'une ATPH indispensable à la synthèse des acides gras. On verra ça dans la partie justement anabolisme des acides gras. Donc, la voie consomme d'une ATPH issue de la VPP. Donc, première importance, formation d'une ATPH pour la synthèse des acides gras et même les stéroïdes. Et la deuxième importance, deuxième intérêt de cette voie, c'est la formation du ribose qui représente un pentose intervenant dans la synthèse
des nucléotides tels que l'ATP comme nucléotide libre et même des acides nucléiques et des coenzymes. Donc la VPP, elle s'effectue dans plusieurs tissus. Le foie, la glande mammaire en période de lactation, le tissu adipeux, capable bien sûr de synthétiser des acides gras, le cortex surrénalien, la thyroïde et les érythrocytes. Donc, on ne va pas détailler les réactions de cette voie, on va donner juste les deux intérêts de cette voie. Donc, l'importance de cette voie, elle réside au niveau de la formation d'une APH nécessaire à la synthèse des acides gras et des stéroïdes. Deuxième intérêt, elle est capable de libérer des pentoses. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le ribose pour la synthèse des nucléotides et des coenzymes. La séance normalement est terminée. N'hésitez pas à consulter les cours détaillés dispensés au niveau de la plateforme. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.